Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Deuxième preview, et oui, deuxième preview de la journée. Au moment où je t'enregistre cette preview, on est un mercredi soir. Il faut que je me dépêche parce qu'après j'ai d'autres choses à faire derrière. Mais je ne résistais pas à l'idée de te faire cette deuxième preview du tournoi olympique, parce que oui, on est le mercredi qui précède l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Et là, cette fois-ci, dans la précédente vidéo, je t'ai parlé du tournoi féminin. Là, on va parler de l'équipe de France masculine. Alors, je te rappelle que ces vidéos sont anglais principalement autour de l'équipe de France. Alors oui, bien sûr, il y a 11 autres équipes dans chaque tournoi, dans le tournoi féminin, dans le tournoi masculin, mais on va voir ces équipes-là sous le prisme de l'équipe de France en fonction de la rencontre, en fonction de comment le tournoi se passe dans l'un des tournois et dans l'autre tournoi. Et comme je l'ai présenté pour le tournoi féminin, je t'invite à aller voir la vidéo du tournoi féminin si toutefois tu ne l'as pas encore visionné. Dans le tournoi masculin, on va s'attarder à couper en fait cette vidéo en plusieurs séquences. La première séquence, on va parler dans un premier temps du Yago. Le Yago, c'est quoi? Tu connais cette combinaison qui permet de lancer des enclenchements au handball entre le pivot et la base arrière. Et ben en fait là on va faire comme un Yago, une espèce de préparation, une rétrospective. Le pivot il ressort pour voir un petit peu ce qui se passe et voir comment les choses se mettent en place pour en arriver à là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros on va étudier la dynamique de l'équipe de France masculine cette fois-ci par rapport à ce qu'elle présente, par rapport à ce qu'elle propose, compte tenu de son objectif qui est bien entendu d'aller chercher la médaille d'or à la maison. Donc d'abord, le momentum, le Yago, on voit comment ça se passe. Ensuite, la deuxième séquence sera plus centrée autour du set de platine. Le set de platine, c'est, on voit la composition de l'équipe, le set majeur principal, qui sont les gens qui peuvent sortir du banc, en même temps qui sont les remplaçants, même si tu es au courant de la liste au moment où je te fais cette vidéo, mais c'est le moment quand même de faire un petit tour dessus, au moment de présenter un petit peu qui est là, qui est présent. Après, on va parler des choix du sélectionneur de l'équipe de France masculine, Guillaume Gilles, en l'occurrence, déjà parce que sa liste a beaucoup fait parler, hein. Il y a eu beaucoup de conversations, beaucoup de débats avec ceux qui devraient en être, ceux qui ne devraient pas en être, tout ça. On va faire un petit round-up dessus. Ensuite, on va parler davantage de la question, en fait, à savoir, tout comme l'équipe de France féminine, hein, puisque on a la chance d'avoir deux équipes qui sont au top mondial. Pour l'équipe de France masculine aussi, pareil, est-ce qu'on va pouvoir faire le back-to-back, c'est-à-dire on était en médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, est-ce qu'à Paris 2024, est-ce qu'on va pouvoir le faire et pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait nous en empêcher et pourquoi? On va parler de tous ces sujets-là, bien entendu. Et en dernier lieu, on va faire tout simplement le pronostic. Alors le pronostic c'est à la fin, mais avant ça, voilà, je suis moi-même en train de me refaire mon ordre d'idées quand je fais les previews. Avant ça, on va parler notamment de l'expert de défi. Autant on avait fait l'experte de défi dans la vidéo précédente, l'expert de défi, c'est le frame entre les experts et les femmes de défi. En fait, on décide de qui va être le joueur clé, en fait, un petit peu le joueur, l'accélérateur, le factor X un petit peu de la sélection dans le cadre de ce premier tour préliminaire, parce que là, on peut se projeter que jusqu'au pied des quarts de finale, puisque après, en fonction de ce qui se passe pendant la durée de cette phase préliminaire, de ce mini-championnat, de comment ça se passe dans l'autre groupe aussi, on va pouvoir déterminer après, derrière, du pronostic, à savoir de qui la France va affronter en quart de finale, comment moi je sens les choses personnellement. Toi aussi, tu peux me dire en commentaire comment tu sens le truc, mais d'abord, une fois qu'on aura fait ce pronostic-là, on va se dire au revoir, mais d'abord, on va rentrer dans cette vidéo et on va parler déjà du Yago, c'est-à-dire en gros dans quelle dynamique se trouve l'équipe de France. Alors là, on est aux Jeux Olympiques, cette compétition donc, que tu connais bien. Et qu'est-ce que ça veut dire les Jeux Olympiques pour l'équipe de France? Et en fait, c'est déjà la 8e participation depuis l'épisode magnifique des bronzés de 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone. J'avais 12 ans à l'époque, ça a fait toute ma jeunesse de handballeur, ça m'a poursuivi pendant vraiment toute mon adolescence. C'était un mythe absolument que de voir cette équipe venue de nulle part arriver et remporter la médaille de bronze. Je me rappellerai toujours de ce match face à l'Islande en 1992. Jackson Richardson qui sortait de nulle part. Enfin voilà, toute cette bande, Frédéric Voll, Philippe Gardan, enfin bon bref, on va pas revenir là-dessus. Il y a eu depuis, donc si tu veux, là je regarde mes petites fiches, oui effectivement, c'est la 8e participation, là en tant que pays organisateur forcément, pas besoin de passer ni par le TQO, ni par je ne sais quel championnat pour pouvoir arriver là. Là on est qualifié d'office, on le savait depuis que Paris allait organiser les Jeux Olympiques en 2024. Et si tu veux le palmarès, 3 médailles d'or en 2008, en 2012 et en 2020.
médaille d'argent en 2016 et médaille de bronze donc à Barcelone en 92. Au terme de championnat du monde, en fait l'équipe de France pareil, 6 titres, 95, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017 et la finale en 2023 perdue contre les Danois. Et la dynamique, le championnat le plus frais, c'était cet hiver dernier au championnat d'Europe, la revanche prise sur les Danois, sur le Danemark. Notamment, victoire, c'était une victoire sur le score de 33-31. Et ça, on se rappelle de la finale du Danemark, mais on se rappelle encore plus de la demi-finale face à la Suède, avec cette espèce de praline envoyée par Elohim Prandi dans la lucarne de Anders Padika. C'était un moment absolument exceptionnel à la demi-finale pour égaliser, pour aller à la prolongation. Les Suédois ne se sont jamais remis de cette espèce de coup du sort à la fin de la rencontre du temps réglementaire de la demi-finale. Ça restera dans les mémoires absolument. Et donc, c'est ce qui a permis d'enchaîner sur la finale et la victoire au championnat d'Europe. Donc la dynamique, elle en est là. Notre équipe de France est championne d'Europe et ça, c'est cool. Elle est championne d'Europe pour la 3e fois. Et là, si on fait une grosse projection dans le temps, on va pas parler de ce qui s'est passé dans les matchs du printemps. Ça, c'est des matchs amicaux. Voilà, c'est histoire de maintenir la cadence. Après, et de savoir qui sera en forme pour pouvoir aller au JO. Et d'établir la liste en fait pour que Guillaume Gilles puisse voir les habitudes et les relations de chacun, même si on se faisait pas trop de doutes. Et pour aller après au JO, donc forcément, donc là c'est les matchs de préparation les derniers qui ont suivi. La France n'en a fait que 2 officiels. Il y a eu un match, un espèce de test contre la Slovénie, mais voilà, là, à la limite on passe à côté. C'est juste pour tester, c'est une espèce d'entraînement commun. En fait, ça vaut pas grand chose. Mais les matchs en conditions officielles. Il y a eu le match en Allemagne avec notamment les adieux de Nikola Karabatic en Allemagne, victoire de l'Allemagne justement sur le score de 35-30 et le dernier match de préparation officielle contre la Croatie sur le score de 31-26. C'était ça, c'est donc soldé sur une victoire. Comme je l'ai dit pour la vidéo de l'équipe féminine, les matchs de prépa, on s'en fout. C'est juste pour prendre des habitudes, se tester en conditions réelles, mais c'est pas là qu'on va voir les gars en plein exercice, en plein effort, tout le banc joue, tout le monde joue. Là, on n'est pas dans une condition de match vraiment officiel. Match de prépa, c'est match de prépa pour que tout le monde puisse s'habituer en termes de langage handballistique, en termes de combinaison, de système, de différentes choses, des différents enclenchements qu'on va faire, et en même temps sur les mouvements défensifs, sur les différentes phases défensives, qui est réparti sur qui, comment on fait, est-ce qu'on serait dans respecter ce qu'on s'est dit. En gros, c'est du brouillon, quoi. Ne pas s'attarder sur les matchs de prépa parce qu'il n'y a rien à en retirer, à moins que si tu es comme l'équipe de France de basket, que tu as perdu quasiment tous tes matchs, de te dire oulala, on n'est pas confiant. Si jamais tu as cagué l'ensemble de tes matchs de préparation, là oui, tu peux te dire que tu n'es pas au top de ta confiance. Mais comme je l'ai dit, rien ne remplace la compétition, le parfum de la compétition quand les matchs comptent pour de vrai. Ça n'a rien à voir. Mais bon, tu es spécialiste de hand, tu connais déjà ces affaires-là. Ensuite, je change de séquence. On va passer maintenant à la séquence du set de platine. Set de platine, je le répète, c'est pour pas confondre avec les sets d'or. Set d'or, c'est déjà pris dans un autre concept. Set de platine, parce que platine, on a une équipe de France en platine. Au-dessus de l'or, c'est le platine, compte tenu du palmarès qu'on a par rapport aux autres sport co en France. Ça, c'est rien de le dire. Le set de platine, on a qui ? Gardien de but, Vincent Gérard, Rémi Desbonnets, en remplacement Samir Belhassen. On va en parler. Sur la base arrière, Nedim Remili, demi-centre, Elohim Prandi à gauche, Melvin Richardson à droite, avec Dikamem en remplacement, Nikola Karabatic. En remplacement aussi en poste de demi-centre, on peut avoir Emric Min aussi également. Là aussi, il y a de quoi discuter. Sur la base avant, on a 3 pivots, Ludovic Fabregas, Luka Karabatic, le capitaine de l'équipe, et Karl Conan qui, en fait, ne va pas jouer les phases offensives, il ne sera attelé qu'en sortie de banc sur les phases défensives. Principalement, Karl Conan, c'est notre poste 3, patron de la défense, sur lequel on va énormément compter. On va en reparler dans quelques instants. Et sur les ailes, Yannick Len et Valentin Porte à droite. Sur la gauche, Hugo Desca et Dylan Naï. Dylan Naï qui aura un énorme rôle aussi en défense, poste 2. Côté gauche, c'est un ailier qui peut défendre poste 2. Ça, on n'a pas beaucoup d'équipes dans le tournoi olympique qui ont des joueurs qui peuvent faire ça, hormis peut-être le Danemark et encore, quoique le Danemark c'est vraiment, on va en reparler là aussi après, quand il va s'agir d'évoquer notamment le programme, notamment de l'équipe de France. Et donc, oh là là, qu'est-ce qu'il y a eu comme débat ? Nicolas Tournin sur le côté,
Aussi, Quentin Mahé, là carrément out. Bien qu'il ait été rappelé parce que Dikamem s'est blessé pendant la préparation, après il est revenu, mais Quentin Mahé ne passe pas le cut, il a été mis en dehors carrément de la sélection, il ne participera pas du tout au jeu, même pas en tant que remplaçant. Ça fait parler énormément, mais je pense, alors ça c'est mon opinion, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec Quentin Mahé d'ordre personnel, parce que j'ai vu des vidéos de lui, j'ai vu passer quelques contenus sur Instagram, je ne l'ai pas trouvé hyper fit, je ne l'ai pas trouvé hyper vivace, et même dans le jeu, depuis même le championnat d'Europe, il n'était pas... J'ai connu Quentin Mahé simplement meilleur que ça, et ça se sent que Emeric Min est en train de lui passer devant petit à petit. Je ne suis pas certain, compte tenu de son choix de club, puisque là il va quitter Veszprém pour aller du côté de Gummersbach, il va retourner en Allemagne pour pouvoir se refaire la cerise vraisemblablement. J'ai comme l'impression que Quentin Mahé, c'est pas la grande forme, et donc pour le coup, s'il y a ça, et donc comme on est à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe au sein du groupe, on aura forcément le mot à la fin de ce qui s'est passé le concernant, mais il ne faut pas s'étonner si on ne le voit pas. Et donc, qui veut dire que, donc, en même temps, Guillaume Gilles, ça me permet de faire la transition sur la façon dont Guillaume Gilles conçoit les choses et son plan de jeu, ben, c'est un peu comme Olivier Crombols chez les filles, la défense. Énorme défense, gros défenseur, un secteur de poste 3 de fou furieux. C'est simple, quand tu as Ludovic Fabregas et Luka Karabatic pour défendre le plomb, voilà, en poste, dans le secteur central, et Karl Conan qui revient après derrière pour pouvoir avancer, sachant que tu as d'autres joueurs poste 2 qui peuvent aussi coulisser. Nicolas Karabatic, c'est pas non plus un peintre, hein, tu vois, en défense, on va en reparler lui aussi de lui. Et ben là pour le coup, voilà, grosse défense, énorme défense pour pouvoir bien dissuader et bien saouler les équipes adverses, et si possible monter de balles rapides avec des ailiers qui courent comme des lapins. Yanis Len, on le connaît, Hugo Desca, n'en parlons pas, donc et Dylan Naï, voilà, qui est un vrai showman, qui a un départ, les 3-4 premiers pas qu'il fait, mon Dieu, qui va vite dans le jeu rapide dès qu'il s'agit de prendre le grand espace. Là, on a de quoi faire après derrière si on a un gros bloc défensif qui fait le boulot. Alors bien sûr, la question des gardiens va se poser. Là, j'ai pas trop dans la vidéo de l'équipe de France féminine, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un sujet chez l'équipe de France masculine. J'ai entendu notamment Victor Thomas dans un de ses podcasts. Victor Thomas, tu sais qui c'est, hein, l'illustre joueur espagnol des Hispanos, qui a un énorme spécialiste. Je l'ai entendu parler dans le podcast notamment dédié à l'EHF, où il disait que on ne peut pas gagner un tournoi si on n'a pas un gardien qui fait des arrêts. C'est impossible. Alors, ça ne veut pas dire que Rémi Desbonnets et Samir Belhassen ne font pas d'arrêt. C'est pas ça dont il s'agit, mais ça manque de régularité au poste de gardien. C'est clair qu'il faut des gardiens qui soient beaucoup plus réguliers, beaucoup plus dissuasifs, et qui, on va dire, en fait, rentrent dans la tête davantage des attaquants adverses. C'est ça qui nous manque un petit peu en équipe de France, qui nous fait un petit peu défaut. Au championnat d'Europe, on l'a pointé déjà, c'est passé malgré tout, mais voilà, parce que, comme je t'ai dit, s'il y en a un qui est pas bon, il y a toujours un gardien qui arrive à dépasser les autres. Maintenant, sujet Vincent Gérard. Vincent Gérard, comment t'expliquer? Personnellement, tu pourras penser de lui ce que tu veux, à un moment donné, il y a des faits. Vincent Gérard est dans sa dernière année, il termine sa carrière, il a été à Kiel, il s'est blessé là-bas, Kiel l'a remercié pour le remplacer justement par Samir Belhassen. Vincent Gérard s'est retrouvé sans club, Istres, en Pro League, a bien voulu lui donner sa chance pendant qu'il soignait sa blessure, il est revenu, il a réussi à aider Istres à monter en Ligue Imoli Star League. Donc ça, chapeau. Et en plus de ça, à être bon, à être déterminant. Et quand il revient en équipe de France, on a vu dans les matchs de prépa des excellents pourcentages. Donc tu me diras ce que tu veux de Vincent Gérard, à un moment donné, il faut regarder le terrain. Je te l'avoue, c'est pas mon gardien préféré, c'est pas mon style de gardien préféré, mais à la limite, ça c'est mon opinion, on s'en cague. Ce qui compte, à un moment donné, il faut quelqu'un pour tenir la baraque derrière. Et Vincent Gérard, sur ce qu'il a montré dernièrement, que ce soit avec Istres en Pro League ou en équipe de France, ça passe. Alors tu vas me dire, ouais, mais Antoine Bolzinger, Montpellier, tout ça, machin. Quel gardien français, là, à l'heure actuelle, en 2024, se détache? Est-ce qu'on a... Le successeur de Thierry Omeyer n'est pas encore arrivé pour l'instant, qui était un monstre de régularité. On n'a pas encore de successeur à Thierry Omeyer, et moi, si tu m'interroges là-dessus, j'ai énormément de tendresse pour Wesley Pardin, mais non pas parce qu'il a des dreadlocks comme moi, mais parce que tu connais l'histoire. Wesley Pardin, sans sa blessure, c'est lui qui aurait dû être là. C'est lui qui aurait dû être là, malheureusement. L'histoire a tourné autrement, ben c'est comme ça, c'est la vie. Et encore là, je trouve que Wesley Pardin revient à un vrai niveau, et peut-être dans les 2-3 années à venir, si aucun des trois qui sont là, c'est-à-dire les deux titulaires, donc que ce soit Vincent Gérard
Rémi Desbonnets et remplaçant Samir Belhassen, si aucun des trois ne se distingue, sachant que Vincent Gérard, il y a de fortes chances qu'il s'arrête. Anton Bolzinger toque à la porte. Wesley Pardin n'est pas très très loin derrière. Donc voilà. Et sachant que Yann Gentil, voilà, il est parti. Enfin, on a cru qu'il arrêtait, finalement il va reprendre. Je ne sais plus où est-ce qu'il va jouer. J'ai vu qu'il partait jouer à l'étranger. Je ne sais plus où exactement. Mais Yann Gentil n'est plus dans la course là maintenant depuis bien longtemps. Donc voilà, ça c'est le débat sur les gardiens. Je te laisse réagir en commentaire, tu me dis ce que tu en penses. Moi voilà, c'est une opinion, ça vaut ce que ça vaut, mais j'aime bien regarder les faits, j'aime bien voir le terrain et voir ce qui se passe. Maintenant qu'on a vu cette histoire de 7 majeurs, qu'on a vu qui composait l'équipe et comment ça allait tourner, bah la question simplement, on va se poser la question de est-ce que dans le Money Time, donc cette séquence que j'ai décidé d'appeler le Money Time, l'équipe de France, tout comme les filles, est-ce que chez les garçons, on peut faire le back-to-back? Est-ce qu'on peut faire une nouvelle médaille d'or à la maison? Et évidemment que oui, vu comment s'est passé le championnat d'Europe, on ne peut que se féliciter de la façon dont ça a tourné pour nous et que la France à la maison a les moyens de s'imposer. Mais attention, le premier match vendredi prochain contre le Danemark, sachant que Mikkel Hansen en face aussi, c'est sa dernière, et que les Danois sont venus avec une équipe, mon Dieu, de Kirkeleke à, oh là là, en passant par l'autre l'ailier gauche là, j'ai oublié son nom, mince, son nom m'échappe. L'ailier gauche, je suis désolé. Dis-moi en commentaire si tu arrives à me rappeler ça, là j'ai plus en tête. Niklas Landin dans les buts, justement son frère qui est le remplaçant à l'aile gauche, Gitzel, Pitlik et comment dire, Rasmus Lauge et toute la bande. Oh là 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 là. Le Danemark, c'est chaud. C'est fort à chaque poste. Niklas Landin et en backup, Emil Nielsen, franchement, ancien, les joueurs, enfin les supporters du H, vous avez connu, si tu supportes le Barça, tu sais de qui il s'agit. C'est du très 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 lourd pour démarrer la compétition vendredi. Ça va être le match d'ouverture des matchs, on va dire que ce soit des équipes de France féminines ou masculines, même s'il y a un Norvège-Suède pour démarrer chez les filles, mais le France-Danemark, il va valoir son pesant de cacahuètes. Et ça me permet de faire la transition sur justement qui peut être ce qu'on appelle le facteur X de l'équipe de France. Et ben, c'est ni plus ni moins que Niko Karabatic. Là, je fais la transition et toute trouvée. Qui va disputer, donc là, c'est sa dernière danse, ses derniers Jeux Olympiques, un palmarès. Bon, vas-y, j'aurai pas de temps dans la vidéo pour pouvoir te dire tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait. On parle tout simplement du GOAT, et c'est pas moi qui le dis, c'est ses pairs, ceux qui ont joué avec lui, ceux qui ont joué contre lui. Son palmarès parle pour lui, et même sa tenue, la façon dont il se comporte avec ses coéquipiers là dans cette dernière danse et ce qu'il a fait au championnat d'Europe. Tout le monde va te parler de Nicolas Karabatic. Il vient pas en pré-retraite en mode Harlem Globetrotter, bon c'est la fin, je finis à la maison à Paris. Non, il a un objectif clair, même si je t'avoue qu'il est forcément nettement moins efficace au tir, ça c'est évident. Mais ça reste Nicolas Karabatic malgré tout, parce que sa présence sur le terrain, ça fait toute la différence. N'en déplaise aux rageux qui disent « Ah mais ouais, mais il prend la place de Thibaut Briet, ah mais ouais, mais il prend la place de Kylian Villemino, tout ça, machin. » Et regarde bien, on parle du GOAT. On parle du plus grand joueur de tous les temps. Du plus grand joueur de handball de tous les temps. Même si le combat, la conversation, évidemment que d'un point de vue purement handballistique, sauf qu'avec le GOAT, tu badines pas parce que il est craint par les équipes adverses. Dès qu'il rentre dans le rectangle jaune, il est craint de partout. Donc, tu ne peux pas décemment te passer de Nicolas Karabatic. Ça va de soi. Et il sera forcément le facteur X pour l'obtention de cette médaille d'or. Forcément, les gars qui l'accompagnent vont jouer pour lui. J'aurais pu mettre aussi comme facteur X aussi également comme expert de défi. J'aurais pu mettre aussi également Dika Mem. D'ailleurs, Dika Mem qui sort notamment de grosses problématiques personnelles, notamment, je ne sais pas si tu es au courant, par rapport à des problématiques familiales qu'il a eues. Il a ni plus ni moins que perdu sa sœur il y a quelques semaines, et donc forcément c'est pour ça qu'il pleurait à la finale de la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il fondait en larmes. J'ai énormément, déjà je respectais Dika de par son parcours, de par ce qu'il est devenu, mais là forcément cette médaille d'or, si toutefois il obtient cette médaille, j'ai beaucoup de cœur, j'ai beaucoup de compassion pour lui. Dika, si tu tombes sur cette vidéo, tu as le grand bonjour d'un ancien Parisien comme toi, et je sais que tu vas faire le maximum, tu vas faire ce qu'il faut. Donc on sera tous derrière Dika Mem, qui sera lui aussi le facteur X du côté, l'expert de défi, parce que ce sera un vrai défi, du côté droit de la base arrière
de l'équipe de France. Et puis aussi, également, ce que je pourrais mettre aussi en termes d'experts de défi, en fait, c'est le plan de jeu général, puisque ce plan de jeu est pas mal contesté de par les supporters de l'équipe de France. Il y a beaucoup de conversations concernant, voilà, si on peut pas faire mieux avec les joueurs qu'on a, que d'autres équipes jouent ont forcément un handball un petit peu plus léché, un petit peu plus, un petit peu plus virevoltant que le nôtre. Sauf que voilà, le sélectionneur, il a un plan de jeu, ça rappelle beaucoup Didier Deschamps avec l'équipe de France de foot, ou alors Vincent Collet avec l'équipe de France de basket masculine aussi. Il y a un plan de jeu basé sur la défense. Et donc pour le coup, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre le plomb et on va prendre ce qu'il y a en attaque, sachant qu'on a des vrais génies en attaque aussi, contrairement à ce qui se passe à l'équipe de France de basket. En hand, on a des gens qui peuvent se prendre en charge. Ça, c'est pas un problème. Avec Elohim Prandi, le détonateur, si jamais toutefois ça bloque. La relation base arrière, Nedim Remili, avec les pivots, que ce soit Fabregas ou que ce soit Nicolas Tourna. Mais bon, lui, Nicolas Tourna ne sera pas, n'est que remplaçant, ou alors Luka Karabatic. Il y a une vraie relation base arrière pivot. Un jeu de passe qui est exceptionnel. Donc là, on va se baser là-dessus et ça devrait suffire pour pouvoir faire quelque chose de bien dans ces Jeux Olympiques. Et justement, on va y venir. Le pronostic, le futur. C'est quoi le futur? Le futur, moi je vois ni plus ni moins que l'équipe de France terminer première de son groupe. Parce que dans le groupe, il y a qui? L'équipe de France. Donc il y a le Danemark qu'on va jouer lors du premier match vendredi prochain. Il y a Hongrie-Égypte le même jour et Norvège-Argentine. Donc Hongrie, Égypte, Norvège, Argentine, Danemark avec l'équipe de France. Attention à l'Égypte. L'Égypte, c'est toujours une équipe très très bonne qui peut être un vrai poil à gratter pour beaucoup d'équipes dans ce tournoi. La Norvège de Sagosen aussi également. Dédicace Diego Simeone pour l'Argentine aussi également. Même si je vois l'Argentine un peu plus derrière, je vois la Hongrie par contre vraiment derrière pour le coup. Parce que la Hongrie au championnat d'Europe, ils m'ont vraiment pas impressionné pour le coup. Là je les vois limite 5e ou 6e du groupe, la Hongrie. Ça va se batailler avec l'Argentine. Mais après, pour les 4 premières places, France en 1, en 2 le Danemark, en 3 l'Égypte et en 4 la Norvège. Allez, je me lance, c'est parti. Sachant que dans le groupe A, donc la France et le groupe B, dans le groupe A, il y aura l'Espagne, la Slovénie, la Croatie, le Japon, l'Allemagne et la Suède. Et moi je vois bien, là quand j'ai vu un petit peu comment ça se déroulait, je vois la France première de son groupe et donc un quart de finale que je vois bien face à l'Espagne ou à l'Allemagne. J'ai un petit penchant de plus pour l'Espagne, sachant que l'Espagne a complètement raté son championnat d'Europe la dernière fois d'hiver dernier et que là on a vu que Canellas en Espagne est out pour la compétition, donc ça risque de pas mal les emboîter aussi, ça va pas mal les pénaliser. Donc je vois bien France-Espagne en quart de finale. Dis-moi ce que tu penses, toi, comment tu vois les choses. Réponds-moi en commentaire pour qu'on puisse interagir ensemble. Je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à se dire sur ce point. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire en gros, c'est le futur. On va arrêter cette vidéo là. Je te souhaite de vivre de magnifiques Jeux Olympiques, un beau tournoi. Je vais revenir donc forcément tous les jours. Je vais venir pour faire les débriefs et aussi les débriefs à chaud et les débriefs à froid et présenter ce qui va se passer le lendemain pour le match, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Donc là, c'était les previews. On va commencer à s'ambiancer demain dès 19h pour le match des filles, le match France-Hongrie et France-Danemark. Ce sera samedi à 21h pour le match France-Danemark, pour l'ouverture du match du tournoi des équipes de France, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Allez les bleus, on va y arriver. Pourquoi pas back-to-back à Paris chez les filles, chez les garçons, ce sera un truc de rêve. Mais il y a des équipes en face, il y a des questions qui vont se poser tout au long de ces 2 semaines. Ça va être passionnant. Beau tournoi à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, le handball est fantastique, la voix enthousiastique.